Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce rendez-vous de l'actualité de ce vendredi 4 mai. Les retenues collinaires menacées de pollution. Alors qu'elles ont atteint leur capacité maximale, elles se retrouvent aujourd'hui confrontées à un problème de sécurité. Des jeunes la squattent au quotidien, engendrant plusieurs risques. Les précisions dans un instant. Les aides financières des lycéens mahorais à La Réunion et en métropole ne seront plus accordées par le conseil départemental. Une décision pour faire des économies, mais aussi pour plus de rigueur. Les détails de cette nouvelle mesure à découvrir tout à l'heure. Enfin, dans notre séquence musicale, nous vous ferons découvrir un collectif de musiciens, les Cocobolos Records, composé des Coco Pilots et Ojo, un groupe atypique actuellement en tournée dans le département. Nous les avons rencontrés. Reportage à suivre en fin de journal. Les retenues collinaires de Dzoumogné et compagnie transformées en véritable terrain de jeu par plusieurs jeunes. Si les deux ouvrages ont atteint aujourd'hui leur capacité maximale, elles représentent en revanche un réel problème de sécurité et de santé. Gervais Nietzsche, Fahar Housseni. La retenue collinaire de Combani, transformée en une gigantesque piscine. Des centaines de jeunes des villages environnants y pratiquent régulièrement leur sport de prédilection, la natation. Pas le moindre risque de pollution des eaux. Mais le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte met en garde contre les noyades. Pollution, non. Le fait que les enfants se baignent, on ne peut pas parler de pollution ici. Mais c'est dangereux vis-à-vis d'eux. Il ne faut pas oublier que les années auparavant, il y a un jeune qui a perdu la vie ici. La retenue collinaire de Dzoumogné, elle aussi, est confrontée à un problème d'insécurité. Ce jour-là, pas de nageurs ni de plongeurs dans les 2 millions de mètres cubes d'eau. Mais sur l'ouvrage hydraulique, l'on peut observer d'importantes dégradations. Plus grave, le surplus d'eau qui s'écoule de la retenue et se dirige vers la station de captage située à 1 km en contrebas est utilisé à d'autres fins par des villageois. Ils s'en servent pour laver leur linge ou leur véhicule. C'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Cette voiture-là est susceptible de laisser voilà, de polluer l'eau en hydrocarbures et les hydrocarbures, on ne sait pas traiter. Pour sécuriser les ouvrages dont il a la charge, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte annonce une batterie de mesures. La plus importante est sans doute la construction des clôtures autour des 2 retenues collinaires. Cette sécurité empêchera les gens de se rapprocher des ouvertures, d'accéder aux déversoirs, mais surtout, tout le long de l'ouvrage, il va y avoir une clôture défensive qui empêchera les éleveurs d'attacher leurs animaux à proximité. Les travaux devraient démarrer dans moins de 3 semaines. Ils vont durer plusieurs mois. Autre titre de l'actualité, cette décision du conseil départemental qui risque de froisser les lycéens mahorais qui doivent poursuivre leurs études à l'extérieur. Ils ne seront plus pris en charge par le département. Ce dernier fait savoir que les lycéens leur coûtent cher et ne relèvent plus de sa compétence. Explication avec Anliat Bouanaïssa et Atoumani Simba. Cette mesure, qui touche environ 400 lycéens de Mayotte, fait suite à une délibération prise par le département de recentrer ses dépenses dans les missions qui relèvent de ses compétences. Une décision qui date d'avril 2015. Des négociations portant sur le RSA, l'ASE, la PMI et les lycéens de Mayotte devant poursuivre leurs études hors de Mayotte dans des filières soit saturées ou inexistantes sur l'île ont eu lieu et le département ne supporte plus le coût. Au bout de cette discussion, donc on a reçu un courrier de Madame la ministre de l'époque, Paul Angevin, qui disait que cette prise en charge ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation puisque ça résultait d'une décision de gestion du département. Autrement dit, c'est Mayotte qui a décidé de faire sans que quelqu'un... Sauf que si les élus de l'époque, si Mayotte n'avait pas pris cette décision, on se demande que seraient devenus les lycéens depuis 2004.
Le conseil départemental a même envoyé un courrier au préfet et au vice-rectorat en juin 2017, notifiant l'arrêt de la prise en charge des lycéens de Mayotte. Mais exceptionnellement et au regard du délai imparti, le conseil départemental a assuré cette prise en charge, soit un peu plus de 3 millions d'euros. Dès la rentrée 2018-2019, les nouveaux dossiers seront à la charge de l'État. Il n'y a pas de rétroactivité, nous continuons à assumer les dépenses de ceux qui sont déjà dans notre charge jusqu'à la fin de leur cursus. Dans les autres départements, notamment, nous avons découvert qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à lycée Futuna, qui sont dans les mêmes problématiques de Mayotte, soit absence de filière ou saturation. Donc déjà là-bas, ils bénéficient, les lycéens, je parle bien, bénéficient d'un passeport mobilité lycéen et d'une bourse quand ils font leurs études en métropole ou au Canada, puisqu'il y en a qui vont au Canada. Donc on ne comprend pas que dans un territoire, il y ait deux traitements différents. Pourquoi les enfants de lycée Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon auraient droit et à la fois à un passeport mobilité lycéen et une bourse, mais pas les lycéens maoris. Égalité réelle oblige, disent les élus qui demandent à l'État de prendre ses responsabilités. La politique, l'ancien sénateur-maire Abdourahmane Swalihi Diladjo exclu du parti Les Républicains, une décision qui fait suite du fait de ne pas avoir soutenu le candidat du parti Elad Chakrina lors des dernières législatives au mois de mars. Au premier tour, l'ancien élu avait soutenu le candidat Bakar Ali Boto et au second tour, Ramlati Ali. Je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire adjoint de la Fédération des Républicains à Mayotte au micro d'Henri Fina Mohamed. Cette décision s'imposait. Pourquoi ? Parce que lors des élections législatives partielles dans la première circonscription de Mayotte, il avait fait délibérément le choix de soutenir un candidat adverse lors du premier tour. Au second tour également, il a décidé de soutenir un autre candidat, une autre candidate en tout cas, à savoir Mme Ramlati. Je rappelle également que M. Abdourahmane Swalihi est un coutumier du fait. Des faits même, c'est un multirécidiviste. Je rappelle que lors des élections législatives en 2017, juin 2017, là, il n'avait pas non plus soutenu le candidat investi, à savoir Elad Chakrina. Lors des élections sénatoriales en septembre 2017, là également, il a fait délibérément le choix de se porter un candidat dissident. Il n'avait pas obtenu l'investiture. Donc face à ces situations répétitives, ces attitudes répétitives qui mettent à mal la vie de son parti, eh ben, il était normal, logique qu'il soit exclu. Entretien réalisé par Daniel Abdou. Politique toujours, comme vous le savez, un appel à manifester est lancé pour le jeudi 10 mai prochain à Mamoudzou. Parmi les revendications, l'abandon pur et simple de la feuille de route. Une feuille de route qui a autant fait couler beaucoup d'encre que mobiliser la population dans la rue. Nous sommes procurés le document. Pour en parler avec nous, Misbah Oudin Baykar est sur notre plateau. Bonsoir Misbah. Bonsoir Papineau. Alors, tout d'abord, comment est venue cette idée de produire ce document ? Alors, il faut savoir que cette fameuse feuille de route est issue du 5e Haut Conseil paritaire qui s'est tenu à Paris le 12 septembre 2017. Elle était censée entrer en vigueur dès le mois d'octobre dernier, une entrée progressive pour une mise en application effective en 2019. Mais comme vous le savez, elle a été suspendue. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans cette feuille de route ? Alors, elle est signée par le Drian et Soif et elle comporte 2 étapes avec des actions des 2 côtés. On va les voir ensemble. Alors, la première étape côté français, c'est finaliser la convention d'entraide judiciaire de 2014 et la réouverture de l'antenne consulaire de M'Tsamoudou en juin et la gratuité des visas à compter du 1er octobre 2017 que pour le moment pour les officiels religieux culturels des ressortissants comoriens. Alors pour les actions comoriennes, c'est ratifier cette convention judiciaire, mais aussi adhésion au protocole contre le trafic des migrants. C'est une convention des Nations Unies pour laquelle pour le moment les Comores n'ont pas signé. Et enfin, engager des poursuites contre les passeurs.
Alors, action française, action comorienne, y a-t-il des actions communes dans cette première phase? Alors, il y a des actions communes dans cette phase, on va les voir ensemble. Alors, ces actions communes, il faut savoir qu'il y en a au moins 5. Et sur ces actions communes, c'est surtout la France qui va apporter son expertise et son soutien logistique. Donc, parmi lesquels, un conseiller technique contre la radicalisation, là c'est la France qui va apporter cette aide, mais aussi aide à la sécurisation des liaisons maritimes et aériennes. Alors, la deuxième phase, est-ce qu'on va rentrer dans la concrétisation de ces actions? Voilà, tout à fait. La deuxième phase était conçue pour entrer directement en phase avec ces actions. On va voir côté français, c'est étendre la gratuité des visas à tous les ressortissants. La première phase, c'était que les officiels et certaines personnes. Maintenant, c'est étendre la gratuité à tous les ressortissants. L'action comorienne pour la deuxième phase, c'est participer à des patrouilles mixtes ou conjointes de surveillance maritime. Et là aussi, il y a une action commune, Papineau, c'est la création d'un centre régional de surveillance et de sauvetage. Ce qui nous amène à cette dernière question. Pourquoi alors les Maoris rejettent-ils cette feuille de route? Alors, il faut savoir qu'au préambule de cette feuille de route, elle fait état d'une action, elle a été rédigée dans le souci commun du rapprochement des populations. Or, ce rapprochement, les Mahorais n'en veulent pas, on va le voir, les Mahorais n'en veulent pas, mais aussi la gratuité des visas, là aussi, ils ne veulent pas en entendre parler, et de là s'ajoute une mise en place d'un système co-géré de circulation régulière des personnes. Donc, ce sont les 3 principales raisons qui ont poussé les Mahorais dans la rue pour la suspension de cette feuille de route. Merci, Miss Maudine Bakar, pour toutes ces précisions. Justice et politique, nous vous l'annoncions brièvement hier soir, l'ancien maire de M'Tsangamouji, Moulay Souf Madi, a été jugé en appel suite à sa condamnation en première instance pour fraude électorale lors des municipales de 2015. Voyons tout de suite les détails de cet appel avec Henri Fina Mohamed et Daniel Abdou. Accusé de complicité de fraude électorale et complicité de falsification des documents administratifs, Moula Issouf Madi a été condamné en octobre 2015 à 2 ans de prison ferme. Mis en examen, puis laissé en liberté sous contrôle judiciaire, l'ancien secrétaire fédéral du PS et ancien maire de M'Tsangamouji comparaissait hier en cour d'appel. Pour son avocat, le jugement prononcé en première instance est excessif et disproportionné par rapport aux faits. Les 3 personnes avaient le même profil. Ce sont des personnes qui n'avaient jamais été condamnées. Et dans de telles situations, la justice doit prendre en compte les éléments personnels, les éléments sur le plan familial et également les éléments du dossier qui démontrent quand même qu'il y avait des faits qui n'étaient pas forcément caractérisés, constitués. D'accord ? Donc tous ces éléments devraient conduire la cour d'appel, à mon sens, à réviser le jugement, puisque je suis de ceux qui pensent que juger, ce n'est pas éliminer. Pour Maître Akoun, il manque dans ce dossier des preuves. On ne peut pas, selon lui, condamner quelqu'un sur des soupçons. Est-ce qu'on saisit la justice pour faire un exemple, pour rappeler aux élus qu'il y a des valeurs qu'il faut respecter? Tout ça, c'est louable. Ce sont des grands principes. Mais à côté de cela, nous avons d'autres principes de droit. Un jugement doit toujours être proportionné. Il faut savoir respecter la mesure. Tous les citoyens doivent être jugés de la même manière, y compris les élus. Ni plus, ni moins. Le jugement sera rendu le 7 juin prochain. Direction La Réunion avec les suites de l'enquête suite au drame conjugal survenu hier à Sainte-Marie. La garde à vue du meurtrier présumé de Vanina, 19 ans, étudiante en médecine, est toujours en cours et selon la presse locale écrite, la mère de la victime avait alerté les gendarmes. Elle avait peur pour sa fille. Les précisions avec Géraldine Blandin et Alexandre Timard. Marie Rida Yemdala est considéré comme un homme dangereux et agité depuis son arrestation. Le trentenaire se serait acharné sur sa jeune victime, il l'aurait attachée, poignardée et éventrée.
Mercredi soir, il n'aurait pas été sous l'effet d'un médicament ou d'une drogue, mais lors de sa garde à vue, l'expert psychiatre qui l'a rencontré conclut à une abolition fatale de son discernement au moment des faits. Marie Rida Yamdallah serait atteinte de schizophrénie, une pathologie qui n'avait pas été diagnostiquée. L'affaire pourrait donc ne pas être jugée. Mis en examen pour assassinat, le meurtrier présumé a été placé en détention provisoire à Domingo en attendant d'être peut-être transféré dans un établissement plus adapté à son état psychologique. Et nous reparlons à présent dans nos informations du Festival de l'image sous-marine. Il s'est ouvert avant-hier soir à Mamoudzou, une 24e édition pour laquelle un nombre public est venu assister. René Lataste, Fahar Hosseini. Plus de 200 spectateurs pour cette soirée cinéma sous-marin. D'année en année, le public est plus nombreux. Je crois qu'il n'y a plus une seule chaise de libre. Je suis très content que les gens se soient déplacés en masse. C'est complet, je crois. Oui. Concours de photos, petits films pédagogiques, courts-métrages de la vie sous-marine et le film très attendu de la soirée, Génération Grand Bleu. Alors ce soir, là, ce qui est en train de passer actuellement, c'est le film Génération Grand Bleu de Jérôme Esplat. Donc qui montre un peu l'impact qu'a eu ce film mythique il y a 30 ans déjà. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, le Grand Bleu effectivement, avec l'acteur qui a joué le rôle de Jacques Mayol dans le film, Jean-Marc Barre, qui est donc présent dans ce film-là et qui a, je pense, fait partie aussi des attraits de ce spectacle-là. Le réalisateur était présent hier soir, il a raconté son aventure et répondu aux questions du public. Oui, c'est un hommage. Alors un hommage surtout à Loïc Leferme qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Puis un hommage à tous ces précurseurs qui lancent un peu des choses et qui ont le courage d'aller jusqu'au bout de leur passion. Et donc c'est un petit peu l'histoire de cette apnée moderne juste après le Grand Bleu pour arriver aujourd'hui à faire des records et à passer justement outre les records pour permettre avec l'apnée que ça ne soit plus un but mais un moyen de découvrir la mer. Le festival se poursuit jusqu'à dimanche, chaque soir à 18h30. Séquence musique dans ce journal. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un collectif de musiciens, les Coco Bolos Records, composé de deux groupes, les Coco Pilots et Ojo. Ils sont en tournée à Mayotte depuis le 30 avril et le seront jusqu'au 11 mai prochain. Leur particularité, voilà 1 an qu'ils font des concerts de rue en métropole pour pouvoir venir à Mayotte. Génial Atoumani et Géraldine, lui, nous emmènent dans leur univers. Hier, ils se sont produits au collège de Wangani pour le plus grand plaisir des élèves. Regardez. On s'appelle Coco Pilots, on est un duo franco-portugais qui est né, il fait 1 année au Cambodge et notre style c'est vraiment un mélange de beaucoup de styles, on chante aussi dans beaucoup de langues différentes. On a beaucoup d'inspiration aussi en reggae, en soul, en latino, un petit peu de jazz aussi. Moi c'est Paul, je suis percussionniste. Nous on vient tous de Nantes en métropole et ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet, à jouer dans la rue, à Nantes, à faire des concerts, des soirées, pour nous permettre de venir ici, de jouer pendant 2 semaines. Ce qui va être commun à tout le groupe, ça va être du jazz manouche, du swing, et des chansons qu'on pique à droite à gauche, qu'on réarrange tous ensemble. Alors comment ça se fait qu'en fait vous n'êtes pas qu'un seul groupe? La musique qu'on fait, c'est des 2 styles différents. Alors les garçons, ils font beaucoup de reprises de morceaux très très connus. Et Coco Pilots, on essaye plus en plus d'écrire notre chanson nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on est ensemble, on fait aussi la mélange. Alors il y a des musiciens de Ojo qui viennent jouer avec nous. Je chante aussi avec des Ojo. Alors c'est très joli cette mélange.
c'est bien, mais en même temps, pour moi, c'est la première fois, donc je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est bien parce que ça nous change un peu du collège, du quotidien. Cette expérience avec les enfants, ça a été... Là, chaud, j'ai pas encore trop de mots pour le décrire parce que c'était vraiment cool. Première fois? Avec autant d'enfants comme ça, ouais. J'ai vraiment senti qu'ils aiment la musique, ils ont commencé à danser, commencé aussi à chanter et c'était incroyable. C'est vraiment, je crois, que le meilleur concert que j'ai eu dans ma vie. Merci beaucoup. Du foot pour terminer en apothéose de ce journal avec la qualification de l'Olympique de Marseille en finale de Coupe d'Europe. Au bout du suspense, les Marseillais sont allés arracher leur ticket pour la finale avec un but libérateur inscrit à 3 minutes de la fin des prolongations. Une qualification qui a rendu la ville de Marseille hystérique. Retour sur cette nuit de ferveur avec Ambroise Boulès et Christophe Larocca. Après une courte nuit, le Vieux-Port se réveille sur un petit nuage. Les Marseillais ont pris les Salzbourgeois dans leur filet. Un ticket pour une finale européenne à la clé. La délivrance. Ça, c'est collector. Hein. Celle-là, c'est peut-être la plus belle. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Hein. Moi, je dis qu'ils sont allés la chercher avec les tripes, celle-là. Et moi, 25 ans après, je n'aurais jamais pensé voir l'OM en finale. Au moins, avant de mourir, je peux les voir encore en finale. Ben, c'est énorme. C'est énorme avec les petits budgets, moins que Paris, bien sûr, et que Barcelone et le Real. On a quand même réussi par la hargne des joueurs. La soirée avait pourtant commencé dans une atmosphère beaucoup plus tendue. Quand les Autrichiens ouvrent le score, avec 2 buts coup sur coup en deuxième période, le Vélodrome, où le match est retransmis, retient son souffle. 15 000 Marseillais communient à distance avec les joueurs. On a très très chaud, on stresse. Je pense qu'on s'est vu trop beau et qu'on n'a pas trop joué. Stressé, je pense qu'on peut le faire parce qu'ils ne sont pas bons. Mais bon, avec un arbitrage comme ça, on n'y arrivera pas. Il faut attendre les prolongations pour ce but libérateur à la 116e minute. Le défenseur portugais Rolando propulse les Olympiens en finale et leurs supporters au 7e ciel. C'était dur pour le cœur. J'ai vu tout le monde gueuler, j'ai même pas vu le but, j'ai envie de pleurer. C'est trop énorme, il n'y a même pas de mots, on est en finale. La liesse transporte les Marseillais sur le Vieux-Port. Ils investissent par milliers la Canebière pour crier leur joie. Une place en finale européenne, cela n'était pas arrivé depuis 14 ans. Moi j'ai vécu 2 générations, 93, 2004 et aujourd'hui maintenant c'est la 3e. Moi c'est pour les petits jeunes aujourd'hui, qui découvrent ce que c'est que l'Olympique de Marseille, c'est super important. Au début de la saison on aurait de suite signé pour avoir cette place en finale de l'Europa League. Et c'est vraiment incroyable qu'on soit là tous rassemblés sur le Vieux-Port. Rendez-vous est pris le 16 mai à Lyon pour une finale électrique contre l'Atlético Madrid. Une véritable liesse populaire à Marseille, comme il en existe nulle part ailleurs en France. Allez l'OM, voilà tout pour l'actualité de ce vendredi. Je vous rappelle que les 2 retenues collinaires de Mayotte, Combani et Dzoumogné, sont actuellement confrontés à des problèmes d'insécurité et de santé. Plusieurs jeunes les fréquentent au risque de les polluer. Pour sécuriser ces 2 ouvrages dont il a la charge, le SIAM annonce une batterie de mesures, la plus importante étant la construction des clôtures autour des 2 retenues collinaires. Merci pour toute votre attention accordée à nos journaux depuis le début de la semaine. Vous serez en compagnie de Darwesh Daou dans un instant dans le journal en maoré. À 19h55, vous pourrez suivre votre série Undercover. Et puis à 21h50, la rediffusion de votre hebdomadaire sportif Mayotte Sporting Club. Les JT de samedi et dimanche vous seront présentés par Siti Darossi. Quant à moi, je vous retrouverai dans quelques semaines. Belle soirée, bon week-end et à très bientôt.